Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. En Syrie, cela fait maintenant 4 heures que le cessez-le-feu a pris effet selon le plan russo-américain. Les combats ont effectivement cessé dans la plupart des régions de l'ouest de la Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la résolution à l'unanimité vendredi. Celle-ci appelle les parties au conflit à se conformer à l'accord de Genève. La demande était inclue dans une résolution rédigée par la Russie et les États-Unis. Le médiateur Staffan de Mistura dit qu'il veut faire repartir les pourparlers de paix dès le 7 mars. Monsieur de Mistura dit que les pourparlers se feront avec des représentants du gouvernement syrien et de l'opposition, ainsi que des groupes d'individus associés aux rencontres de Moscou et du Caire. Aucun doute, beaucoup de gens veulent faire déraper le processus, mais nous y sommes prêts. Nous ne nous laisserons pas impressionner. Nous allons voir tous les problèmes et certainement obtenir la fin des hostilités. Le représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU, Liu Tieyi, a déclaré que seule une solution politique peut résoudre la crise syrienne. Il a ajouté que ce principe fondamental devrait être préservé en toutes circonstances. Toutes les parties impliquées en Syrie doivent appliquer scrupuleusement les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que l'accord conclu lors de la réunion des envoyés du groupe de soutien international à la Syrie, l'ISSG. Il devrait privilégier les intérêts de la Syrie et de son peuple en engageant des pourparlers de paix dès que possible et en laissant le peuple syrien décider du futur de leur pays. Tandis que les grands pays de la région devraient mettre fin à toutes les accusations mutuelles et prendre des mesures pratiques pour éviter l'aggravation de la situation. Ils devraient plutôt jouer un rôle constructif afin de mettre en œuvre l'accord de cessation des hostilités et étendre le champ d'activité de l'action humanitaire. Les Iraniens ont voté nombreux et dans le calme vendredi, lors d'un double scrutin déterminant pour la poursuite de la politique d'ouverture du président modéré Hassan Rouhani, qui espère asseoir son autorité face aux conservateurs. Les bureaux de vote à l'élection du Parlement et de l'Assemblée des experts, qui nomment le guide suprême, ont fermé tard après 4 heures de prolongation dans les régions et près de 6 heures à Téhéran. Tout au long de la journée, de nombreuses files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote des grandes villes, dont Téhéran, signe de l'intérêt suscité par ces élections. Les résultats globaux et définitifs, qui devront être confirmés par le puissant conseil des gardiens de la Révolution, ne sont pas attendus avant plusieurs jours. L'ex-chef de guérilla kosovar Hashim Thaçi a été élu président de la République par le Parlement. Reportage. Hashim Thaçi a été élu par le Parlement qui compte 120 sièges. Aucun député de l'opposition n'a participé au scrutin. La plupart de ces derniers en ont été privés après avoir perturbé le travail des parlementaires en faisant usage de gaz lacrymogène. Plusieurs dizaines de militants de l'opposition qui protestaient contre cette élection se sont également affrontés aux forces de police. Hashim Thaçi dirige le Parti démocratique du Kosovo, une formation politique qui, avec la Ligue démocratique du Kosovo et d'autres alliés de moindre importance, détient la majorité parlementaire. À compter du 6 avril, le nouveau président sera officiellement nommé pour un mandat de 5 ans. Après tout, depuis maintenant une dizaine d'années, je suis celui qui a obtenu le plus de voix pour diriger le pays. Je suis aussi le gagnant de 6 élections d'affilée. Cela étant, le rôle de l'unité est défini par la légitimité civique et non par un principe politique spécifique. C'est avec le plus grand plaisir, avec la plus grande responsabilité, que je servirai tout le monde et je suis prêt à coopérer avec chacun, y compris les partis politiques et tous les segments de la société du Kosovo. En France maintenant, dans la ville de Calais, les autorités françaises ont commencé à passer dans un camp de migrants pour informer ces derniers qu'ils devaient quitter les lieux. Un juge français a en effet approuvé le démantèlement du campement de fortune, surnommé la Jungle. Cependant, des organisations humanitaires font savoir que de telles expulsions vont à l'encontre des droits fondamentaux des migrants. C'est une grande inquiétude. Il fait encore drôlement froid. On est encore en période hivernale. Comment un juge peut-il accepter de faire ça en période hivernale, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants, de femmes, de petits et de mineurs isolés?
La date butoir a été atteinte mardi. Les migrants auraient dû quitter la partie sud du camp, une zone située aux abords de cette ville portuaire du nord de la France. Les autorités ont fait savoir que si nécessaire, elles auraient recours à la force pour déplacer les migrants dans un camp de conteneurs situé à proximité ou dans d'autres structures d'accueil. Des ONG estiment que 3400 migrants vivent dans la partie du camp qui doit être détruite, soit 3 fois plus que les données officielles. Des responsables français ont rencontré les ONG exerçant des activités dans le camp de migrants de Calais pour évoquer la destruction du camp de fortune. Les autorités ont promis qu'il y avait suffisamment de place dans les structures d'accueil gouvernementales pour accueillir tous ceux qui seraient expulsés. Et nous avons aujourd'hui annoncé, d'une part, qu'il y a 500 places nouvelles disponibles immédiatement et 500 autres qui vont l'être dans les jours qui viennent pour offrir à ces personnes des accueils partout en France pour vivre dignement et avoir des lieux où ils peuvent discuter, réfléchir et présenter leur demande d'asile en France. Autre sujet d'actualité, un responsable du ministère américain des Affaires étrangères est arrivé en Corée du Sud tôt dans la matinée de vendredi. Tout de suite, plus de détails. Le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires de l'Asie, de l'Est et du Pacifique, Daniel Russell, a rencontré le ministre coréen des Affaires étrangères, Yoon Byung-se, et le vice-ministre coréen des Affaires étrangères, Kim Hong-kyun. Russell est arrivé en Corée du Sud après que les États-Unis ont présenté jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui renforcera les sanctions contre la Corée du Nord en réponse à ses récents essais nucléaires et tirs de fusées. Si le projet est approuvé, il deviendra le régime de sanctions le plus sévère de ces 20 dernières années. C'est un moment important. Je suis fier de cette coopération phénoménale, de la coordination entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui a donné lieu à ce projet de résolution. Et plus important encore, cette stratégie a donné lieu à un consensus international. La pression a raison d'être. Et l'objectif est d'emmener la RPDC à reconnaître que leur issue est la dénucléarisation et le respect des obligations internationales. Nous sommes très proches de l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité. Nous pensons que cette résolution assortie de sanctions sera l'une des plus robustes et efficaces de l'histoire des Nations Unies. Avec cette résolution assortie de sanctions individuelles, et ainsi que la pression exercée par la communauté internationale, qui a pour but de pousser la Corée du Nord à réaliser qu'elle n'a d'autre choix que de changer sa stratégie et sa ligne de conduite. Gianni Infantino a été élu nouveau président de la FIFA. Sa tâche sera de lutter contre l'image d'une organisation sportive extrêmement corrompue. Champagne 0. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Un nouveau président pour le FIFA depuis 1998. Gianni Infantino succède à son compatriote suisse Sepp Blatter comme président de cet organisme très corrompu. Les 5 candidats sont arrivés confiants au concret. Avant le vote, de nombreuses réformes ont été adoptées contre la corruption. Toutes les réformes ont été votées à l'unanimité. L'élection présidentielle en revanche a été disputée. Chaque candidat a eu sa chance pour s'adresser à l'Assemblée. Venant d'Asie, essayant de fermer la marche entre les pays petits et grands est vital. Et c'est une priorité pour nous autres, au nom de la solidarité et d'aider les petites nations. Le secrétaire général de la UEFA, Gianni Infantino, a fait un discours passionné et a promis que l'argent irait désormais dans le football. Ce n'est pas parce que l'argent de la FIFA est votre argent que ce n'est pas l'argent du président et c'est votre argent, l'argent des associations et l'argent de la FIFA qui sert au développement du football et à rien d'autre. My campaign is suspended as of now. I thank you. Le Sud-Africain Tokyo Sexveo a créé la surprise durant la campagne en la quittant les 104 candidats en lice. Et une mini-surprise a eu lieu au premier tour avec Infantino obtenant le plus de voix, à savoir 88, laissant le cheikh Salman derrière avec 85.
Le prince Ali bin Al-Hussein de Jordanie a obtenu 27 votes et le français Jérôme Champagne 7 fois. Aucune majorité claire n'a été trouvée, aussi a-t-il fallu un autre vote. Et c'est Infantino qui l'emporte avec 115 voix contre Salman. Infantino était sans voix. Il n'est entré dans la course que depuis le départ de Michel Platini. Je veux travailler avec vous tous, de façon à restaurer et reconstruire une nouvelle ère pour la FIFA, et une nouvelle ère pour la FIFA où le football peut se trouver au centre. Sheikh Salman a été désappointé mais n'a rien laissé paraître. Je le félicite et je le soutiendrai dans l'avenir. Quel que soit l'avenir, nous serons ensemble. Et l'on passe à la deuxième partie du journal dédiée à l'actualité chinoise et présentée par Elsa Surian qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Elsa. Bonjour Jonathan. Alors par quoi commence-t-on aujourd'hui? Eh bien nous commençons avec un sujet économique et un grand sommet puisque les ministres des Finances du G20 ainsi que les directeurs des grandes banques centrales sont aujourd'hui réunis à Shanghai. Cette réunion de 2 jours a débuté hier, vendredi. Les hauts responsables discutent des politiques destinées à stimuler la croissance économique mondiale et à minimiser les risques. Aujourd'hui, les ministres et les gouverneurs assisteront à une série de réunions à huis clos. Dans la soirée, la présidence organisera une conférence de presse et un communiqué devrait être publié. Vendredi, les ministres des Finances du G20 ont assisté à des séminaires de haut niveau. Ils ont exprimé leur soutien aux réformes structurelles. Des réformes structurelles, une phrase qui fait le buzz dans le monde de l'économie. En tant que pays hôte du G20 cette année, la Chine propose un système d'évaluation des réformes structurelles parmi les économies membres et ces domaines qui doivent avoir la priorité dans l'accélération des réformes structurelles. Les réformes ont été lentes dans les pays avancés et émergents et les objectifs de croissance ont été manqués. Souvenez-vous, à Brisbane, ils ont dit qu'il faut 2% de croissance en plus. Eh bien, nous avons déjà parlé de ça plusieurs fois. Nous disions que ça n'arrivait pas et maintenant ça se répète et nous devons faire mieux. Les pays doivent accélérer leur processus de réforme. En janvier, le Fonds monétaire international a baissé ses prévisions de croissance de 0,2 points de pourcentage et cela pourrait sonner la fin de l'histoire. Nous demandons aux pays du G20 d'accélérer la mise en place de la réforme structurelle qu'ils ont promise. Nous ne demandons pas d'intervention. Nous disons simplement que l'engagement qu'ils ont pris, ils doivent le mener à bien en grand et avec courage. À mesure que la croissance mondiale ralentit, un effort collectif fort et une réponse doivent être apportées. Il y a un certain nombre de sujets à aborder, la productivité, l'emploi, le changement de sexe. Des sujets centraux pour le développement et le bien-être des gens. Nous devrions coopérer davantage. Nous devrions avoir du développement dans les infrastructures. Tout ce genre de choses que le G20 a initiées, et ils sont bons. La réunion des chefs financiers a officiellement ouvert vendredi soir. Économie toujours, le président du bureau des gouverneurs de la NDB, Anton Siluanov, affirme que la banque envisage de s'étendre une fois le moment venu. Les membres de la NDB comprennent les pays des BRICS, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Chaque pays a souscrit à 1 milliard de dollars. La Banque de développement a été lancée l'an dernier, le 7 juillet, lors du sommet des BRICS pour financer leurs projets. Cette banque du nouveau développement se prépare pour son premier lot de financement de projets concentrés sur l'énergie durable et verte. Les responsables de la banque affirment que les propositions faites par les membres fondateurs de la banque, à savoir le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, sont des projets qui utilisent l'énergie éolienne, solaire et aquatique. L'énergie nucléaire en est totalement exclue. Chaque membre fondateur a au moins un projet sur la liste. Toutefois, les projets sont encore au stade préparatoire et je suis certain à 100% que chaque projet sera soumis au bureau des directeurs en avril en raison des problèmes techniques et de procédures d'approbation.
M. Zhu dit que chaque projet à approuver sera d'au moins 100 millions de dollars. Il ajoute que certains de ces projets seront probablement libellés en yuan plutôt qu'en dollars. La banque de BRICS envisage aussi de s'ouvrir à d'autres membres. Culture pour terminer. La tournée en Chine de la Royal Shakespeare Company est organisée à un moment bien particulier puisque cette année marque le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, mais aussi celle du légendaire auteur dramatique chinois Tang Xianzu. À cette occasion, le Centre national des arts du spectacle de Beijing propose une initiative culturelle croisée. Les Chinois se montrent désireux de participer à la commémoration de William Shakespeare. La tournée de la Royal Shakespeare Company comprend d'ailleurs 3 pièces de l'auteur britannique. La compagnie théâtrale présentait Henri IV, première partie, Henri IV, deuxième partie, et Henri V. Les représentations ont eu lieu au Centre national des arts du spectacle de la capitale chinoise, puis la troupe s'est dirigée vers Shanghai et Hong Kong. Pour les comédiens, le rideau tombé ne marque pas pour autant la fin de leur mission. Je pense que nous, à la Royal Shakespeare Company, sommes vraiment disposés à ne pas nous contenter de simplement venir faire une tournée en Chine, puis rentrer chez nous. Nous voulions voir s'il y avait un moyen de collaborer plus profondément. Une collaboration qui consiste aussi à organiser un atelier à Beijing au sein duquel comédiens chinois et britanniques peuvent jouer ensemble leurs textes dans leurs langues respectives. Jusqu'à maintenant, cela a été bien accueilli de la part de différentes personnes de la communauté théâtrale chinoise. Nous nous sentons donc bien intégrés. J'espère que cela sera le début de quelque chose de très enthousiasmant. De plus, la Royal Shakespeare Company a mis sur pied une initiative culturelle d'1 an baptisée Un dialogue entre l'Est et l'Ouest, Shakespeare et Tang Xianzu. La pièce la plus représentative du dramaturge chinois, parfois appelé le Shakespeare de l'Orient, s'appelle Le Pavillon au pivoine ou Mudanting. Cette œuvre qui met en scène une intrigue amoureuse n'est pas sans rappeler l'esprit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette fois, nous avons des forums de théâtre dans lesquels participent des artistes britanniques et chinois, des ateliers, des cours donnés par des maîtres. Nous souhaitons que ces activités diverses aident les participants à mieux comprendre Shakespeare et Tang Xianzu. De plus, un nouveau travail théâtral réunissant les 2 dramaturges sera présenté en octobre. Il s'agit du fruit de la collaboration du Centre des arts du théâtre de Shanghai et de la troupe théâtrale britannique du Gecko. Aujourd'hui, la Chine est maintenant terminée. Je vais repasser la parole à mon collègue Jonathan qui va clore ce journal. Jonathan, c'est à vous. Merci beaucoup Elsa pour l'ensemble de ces informations. Et merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Nous vous retrouvons dans 1h30 pour une autre édition. Bonne suite de programme sur notre chaîne.